Aller à droite, puis après 100 mètres. Un virage serré. Cela fait 1461 jours que Poutine a lancé son opération militaire spéciale de 3 jours. Cela fait exactement 4 ans, et son empire brûle désormais de l'intérieur. L'armée russe se vantait autrefois d'une domination totale, mais aujourd'hui, elle regarde impuissante, alors que des drones ukrainiens parcourent plus de 1600 km à l'intérieur de leur territoire, détruisant avec une totale impunité les infrastructures pétrolières et chimiques les plus vitales du Kremlin. Une citation célèbre de la Seconde Guerre mondiale revient souvent. Les Russes sont entrés dans cette guerre sous l'illusion plutôt enfantine qu'ils allaient la bombarder tout le monde sans que personne ne les bombarde en retour. Désormais, chaque nuit, l'Ukraine prouve que les défenses aériennes russes pourraient tout aussi bien ne pas exister. Les drones détruisent tout ce qui tient à cœur à Poutine et les conséquences économiques. Eh bien, nous allons en parler dans un instant. Parce que Poutine punit désormais son propre peuple pour sortir de la crise qu'il a lui-même créée. D'abord, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé la nuit dernière, car c'est dévastateur. L'Ukraine vient de frapper la station de pompage de pétrole Kalinkno au Tatarstan. C'était l'une des installations les plus importantes que possède Poutine. C'était la station qui alimente les oléoducs, fournissant du pétrole à la Hongrie et à la Slovaquie, deux des seuls pays européens qui achètent et paient encore pour le pétrole russe. Poutine a désespérément besoin de leur argent, et maintenant, il ne peut plus leur livrer le pétrole. Voici à quoi ressemble la station de pompage 18 heures après la frappe. 18 heures plus tard, et ça brûle toujours. Je suppose qu'il faudra un peu plus de temps pour se remettre de cette attaque. Regardez. Et voici ce qui aggrave la situation. L'installation se trouve à environ 1100 km, soit environ 700 miles de la frontière ukrainienne. Cela signifie que les drones ukrainiens ont parcouru toute cette distance sans être inquiétés. Les défenses aériennes russes n'ont pas su réagir. L'une des dernières sources de devises étrangères de la Russie est maintenant en feu. Mais ce n'était même pas la frappe la plus lointaine la nuit dernière. Un autre drone ukrainien a parcouru environ 1600 km pour frapper le plus grand producteur de méthanol de Russie dans la région de Goubka, Perm. Il s'agissait d'une frappe stratégique contre l'armée russe. Le méthanol est un précurseur chimique clé, utilisé dans la production d'explosifs et de munitions. Cette usine alimentait la machine de guerre russe, et la Russie n'a tout simplement pas pu la protéger, même à 1600 km à l'intérieur de son propre territoire. C'est exactement pourquoi les propagandistes russes perdent maintenant publiquement la tête. Ils remettent en question Poutine. Ils demandent « Où sont les défenses aériennes russes ? Où est l'armée de l'air russe ? Pourquoi personne n'arrête l'Ukraine ?» Écoutez ça. C'est ce qui a déclenché ma rage pendant les vacances du Nouvel An. Nos unités encerclées à Kupiansk étaient notamment ciblées par l'aviation ukrainienne. Où sont nos vaillantes forces aérospatiales? Comment s'appelle-t-il? Quelqu'un porte-t-il le nom Fighter Bomber? Like a songbird. Un vrai petit coq, ça lui va bien. Il organisait un concours de sapins de Noël et du Nouvel An. Et à ce moment-là, je le souligne encore une fois, l'aviation ukrainienne bombardait entre autres nos subdivisions et unités encerclées situées à Kupiansk. 4 ans plus tard, et ils n'ont toujours pas de réponse. En parlant de 4 ans, faisons un petit retour en arrière. Parce que les prédictions que les partisans russes faisaient en février 2022, eh bien, elles vieillissent très mal. Regardez les données sur cette image. Le 23 février 2022, Poutine a annoncé son opération militaire spéciale à 5 h du matin, heure de Moscou. Le 24 février, c'est à Sterochkon. C'était environ 20 h le 23 février, ici au Texas. Eh bien, voici ce que les commentateurs russes disaient seulement quelques heures après l'annonce de Poutine. Je ne sais même pas quoi vous dire. On dirait que toute l'armée ukrainienne s'est simplement désintégrée dès le premier contact. D'après ce que je vois, l'Ukraine n'a plus de force aérienne, de défense anti-aérienne, ni de flotte. Je suis sûr que vous rigolez, mais donnons un peu de contexte. Aujourd'hui, 1461 jours plus tard, la marine russe se cache désormais d'un pays qui n'a même pas de flotte navale. L'armée de l'air russe perd des avions face à un pays qui n'a pas de défense anti-aérienne. Et l'armée russe a subi 1,2 million de pertes en combattant un pays qui n'a pas de soldats. Ce que disaient les Russes n'était pas seulement faux, c'était tout simplement risible. En fait,
Cette semaine même, une chaîne Telegram russe a confirmé que la Russie avait perdu un autre bombardier Su-34 face aux défenses anti-aériennes ukrainiennes. Et avant que quelqu'un ne dise qu'il s'agit simplement de propagande pro-ukrainienne, cette chaîne Telegram, Fighter Bomber, est une chaîne pro-russe, basée à Moscou, avec des contacts directs au sein de l'armée de l'air russe. Cela vient du Kremlin. Alors, à ceux qui pensent que l'Ukraine n'a pas de défense anti-aérienne, dites-moi, la Russie a-t-elle encore des avions de chasse ? Maintenant, concentrons-nous sur les Russes ordinaires. Comment réagissent-ils après 4 ans ? Voyons avec Steve Rosenberg de la BBC qui est en fait basé à Moscou. Regardez ce reportage. À première vue, la ville de Gilyak ressemble à quelque chose sorti d'un conte de fées. Mais cela ne dure pas. Les signes de la guerre sont partout. From recruitment ads. Des stands de restauration rapide arborent les symboles V et Z de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Prenez une crêpe, peut-on lire, et ensuite le monde entier. Nos victoires. Nos gars vont gagner, dit Léonide, aucun doute. Mais Léonide est coincé. Et pour la Russie aussi, les choses ne se sont pas passées comme prévu. En bas, certains des soldats locaux qui ont été tués en Ukraine. La Russie ne publie pas de chiffres sur les pertes de sa guerre. Mais rien qu'en parlant aux gens ici, on peut se rendre compte de l'ampleur des pertes sur le champ de bataille. Le mari de mon ami est mort là-bas. Irina me dit que le mari de son ami a été tué en combattant en Ukraine, ainsi que le fils et le petit-fils de sa cousine. Elle ne critique pas la guerre, mais elle en est déconcertée. Mais la Grande Guerre patriotique ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous savions pourquoi nous nous battions, dit Irina. Je ne sais plus pourquoi nous nous battons aujourd'hui. L'Ukraine est à des centaines de kilomètres, mais la guerre semble plus proche. Il y a des abris en cas d'attaque de drones. Des monuments rappellent la décision du Kremlin de lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et dans cette boulangerie locale, ils ressentent la récession économique après 4 ans de guerre. Les coûts ont augmenté, tout comme les prix. Beaucoup de petites entreprises ont subi une hausse des impôts. Nous allons fermer le restaurant. Imaginez que nous devions fermer, dit la propriétaire Anastasia. Notre boulangerie est le restaurant en face. Nous cherchons à valoriser notre ville. Mais si nous fermons, que restera-t-il ? Juste une tache grise et sombre. Les petites entreprises souffrent, l'économie s'effondre et les gens ont du mal à s'en sortir. La raison va plus loin que de simples sanctions. C'est quelque chose que Poutine fait délibérément, et cela écrase précisément les personnes qu'il prétend protéger. Je vais vous expliquer pourquoi les petites entreprises en Russie s'effondrent. Ce n'est pas seulement l'économie, c'est Poutine lui-même. Vous voyez, le gouvernement russe a toujours beaucoup compté sur les revenus du pétrole. Il impose les compagnies pétrolières sur tout ce qui dépasse 15 $ par baril. Les premiers 15 $ servent à l'entretien des équipements, des champs et des opérations. Tout ce qui dépasse cette somme est censé être partagé avec le gouvernement. Quand le pétrole se vendait, disons, à 100 $ le baril au début de l'invasion, la Russie gagnait énormément d'argent. Elle profitait en fait de l'invasion. Mais maintenant, les prix du pétrole ont chuté à 40 ou 50 $ le baril. Et en plus de cela, la Russie doit offrir des rabais juste pour qu'un pays accepte d'acheter du pétrole sous sanction. Le compte n'y est tout simplement pas pour Poutine. Si vous vendez du pétrole à 40 $ le baril et que les 15 premiers dollars servent aux opérations, la Russie ne peut taxer que 25 $. Même avec une taxation à 50%, ce n'est tout simplement pas suffisant pour financer son invasion. Alors Poutine a trouvé une nouvelle source de revenus. Et ceux qui paient pour cela sont les Russes ordinaires. Poutine écrase maintenant les petites entreprises avec des impôts exorbitants pour financer son invasion. Selon son propre gouvernement, les hausses d'impôts mises en place par Poutine vont forcer environ 300 000 petites entreprises à fermer. Cela concerne les cafés, boulangeries et petites entreprises qui devront bientôt fermer, comme celles vues dans cette interview. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous travaillez dans l'une de ces entreprises, Poutine a une solution pour tout le monde, pour tous ceux qui sont sur le point de perdre leur emploi. Et c'est ironiquement drôle. À Saint-Pétersbourg, on promet maintenant aux soldats sous contrat 10 millions de roubles pour leur première année de service dans l'armée russe. En fait, 5 millions de cette somme sont versés dès le premier mois seulement. Ça fait partie de votre prime à la signature, vous voyez ?
Pour mettre ça en perspective, le salaire médian dans la ville est d'environ 1 million de roubles par an. Vous pouvez gagner 10 fois votre salaire annuel en vous engageant pour la guerre. Si on regarde la situation dans son ensemble, ça veut dire que plus Poutine ruine son économie, plus il pourra trouver de soldats pour alimenter sa guerre, ou plutôt pour servir de chair à canon. C'est le genre de programme de recrutement que Poutine ne pensait pas pouvoir inventer. Mais à cause de son incompétence, il a fini par y arriver.